Je vais commencer moi aussi par les obstacles que rencontre l'Éros dans son vœu de faire un. Ce je ne l'aime pas, il est d'emprunt, double. Emprunt à Freud, qu'il a avancé, et à Lacan, qu'il a repris. Il a repris, là où je le prends moi-même, dans Télévision, où il répond à la question suivante: quelle est la différence entre psychanalyse et psychothérapie? C'est donc tout l'enjeu de la question. Comment, avec l'amour, et même l'énamoration transfert, agir en analyste et pas en psychothérapeute. Avec Lacan, nous nous sommes rompus à distinguer l'amour comme relation de sujet à sujet, le désir, relation à un corps autre, et la jouissance qui ne fait pas relation. Ce trio est indispensable pour ne pas trop s'embrouiller dans les questions dont nous parlons en ce moment. Freud, lui, il utilise son « je ne l'aime pas », non pas au niveau de l'amour, non pas au niveau de la jouissance, mais au niveau des désirs sexuels. Et pour dire que les divers symptômes rencontrés par le psychanalyste sont obstacles à la relation sexuelle, aussi bien homo qu'hétéro, car tous sont détachements de la libido à l'endroit de l'objet sexuel. Par ailleurs, je note que Freud, au moins dans ces développements-là, ne finasse pas sur les rapports de son « je ne l'aime pas » avec la haine. Il situe la haine sans plus de question comme un renversement de l'amour au sens de l'attraction divine. Et il le fait, Freud, sur le fond d'un postulat parfaitement lisible dans tous les textes qui touchent à ce thème, à savoir qu'il pense le couple hétérosexuel comme l'aboutissement, si ce n'est normal, du moins final, des étapes de la construction de la sexualité. Lui dit développement de la sexualité. Et ce n'est que tout à la fin que dans Malaise dans la civilisation, il évoque, et brièvement, la possibilité d'un obstacle qui serait plus générique, qui serait donc structural, et que Lacan a fini par formuler, lui, avec son « il n'y a pas de rapport sexuel » qu'il attribue à Freud par ailleurs, à juste titre, mais il faut voir pourquoi. Alors je dis les divers symptômes, mais Freud a d'abord introduit son « je ne l'aime pas » à propos des symptômes de la psychose. Vous savez, la plupart, dans son commentaire du cas Schreber, et c'est le plus connu, il y construit cette extraordinaire grammaire pulsionnelle de la psychose, dans laquelle les divers délires, persécution, érotomanie, jalousie, mégalomanie, s'ordonnent comme des façons diverses, selon lui, de nier et de repousser l'attirance homosexuelle. Il ne s'agit donc pas pour lui d'amour, il s'agit de sexe chez Freud. Et Lacan l'entend ainsi quand il reprend l'expression dans Télévision au sein de considérations sur le symptôme, précisément. Lacan fait plus que reprendre l'expression, il l'éclaire en la fondant. Ce « je ne l'aime pas » que Freud nous apprend, c'est, dit-il, je cite, le réel qui, de ne pouvoir que mentir au partenaire, s'inscrit
de névrose, psychose et perversion. Voilà une phrase, le réel qui ment au partenaire, voilà une phrase qui situe la déclaration d'amour, puisque l'amour se déclare. L'amour, il dit au partenaire « je t'aime », mais c'est mensonge. Cependant, est-ce le sujet qui ment, qui serait menteur? Non pas, non pas. Le sujet, il y croit plutôt. Quand il dit son « je t'aime », il signifie ou il croit signifier « c'est toi qu'il me faut ». Tu es ma vie, comme on dit quelquefois. Touchante bonne foi, mais illusion. Ce n'est donc pas le sujet qui ment, selon Lacan, c'est un réel. Lequel? Celui dont témoigne la grammaire, dit Lacan. Ça paraît complexe, mais moins que ça n'a l'air. La grammaire, c'est ce qui, dans la parole, arrête les équivoques de la langue, lesquels laissent le sens indécis. La grammaire, au contraire, par ses points de capitaux, fixe plus que la signification. Elle fixe également le sens, ce sens que, depuis Freud, lu par Lacan, on ne peut plus dire sexuel, car son ressort est pseudo-sexuel ou extrasexuel, dit-il. C'est l'objet à lui-même, l'objet pseudo, je pourrais dire l'objet, parce que l'objet au rapport, un réel donc. Il est réel dès lors qu'il est ce qui manque au sujet, du fait du langage, et quelle que soit sa structure clinique. Et c'est ce qui lui fait croire éventuellement à ce sujet que c'est le partenaire de rencontre qui lui manque de façon essentielle. Il se trompe donc, le sujet. Il ne sait pas que son « je t'aime », s'il le formule, dit en réalité, j'emploie une expression à Lacan, « je te mutile ». Je te mutile de cet objet qui fait mon manque. Alors je demande, est-ce grave? Je questionne les conséquences. Eh bien, d'un côté, paradoxalement, je dis que c'est heureux. Car si ce n'était pas le cas, si cet objet ne mentait pas au partenaire, si le sujet ne faisait pas que se répéter à travers le partenaire, comme télévision le dit, le deuil, qui est effectivement un détachement de la libido, serait impossible. Qu'il s'agisse du deuil d'un partenaire sexué ou de la fin de l'année. Et ma foi, c'est ce qu'il y a de tristement vrai dans le proverbe « une de perdue, 10 de retrouvée », qui n'est pas flatteur pour les femmes, qui est un peu vulgaire, mais quand même, oui, puisque 10 ou pas, la partenaire a consistance de l'objet A du sujet. Eh bien, Lacan a dit la même chose, en mieux, et cette fois pour les femmes. À propos, certains s'en souviennent peut-être, du film d'Alain Resnais, Hiroshima, mon amour. Je le cite de mémoire. Il dit « On y voit que le premier japonais venu peut avantageusement remplacer n'importe quel Allemand irremplaçable. » C'est heureux pour que la vie continue. Dit autrement, on ne meurt d'amour que dans les romans où les sujets se trouvent. Alors, on parle là, je parle là, des désirs sexués. Et tout cela n'enlève rien à la remarque de Freud
écrivant à Binswanger à propos de la perte de son petit-fils, qu'un deuil ne va pas jusqu'à effacer le regret douloureux de l'unicité de l'être perdu. Bon, alors je disais donc d'un côté c'est heureux, mais d'un autre côté, eh bien c'est bien malheureux. On n'a pas arrêté de le dire. C'est bien malheureux car ce réel de l'objet partenaire fait les malheurs de l'amour, et même de l'amour en tant que rapport de sujet à sujet. Hors sexe, donc, on l'a rappelé, quand on aime, il n'est pas question de sexe, dit Lacan. Cette définition de l'amour, que nous répétons souvent, n'est pas à prendre au sens psychologique. Elle implique toute la théorie du sujet lacanien, dont il faut bien mesurer ce que de ce fait elle exclut. Il exclut cet amour de sujet à sujet. Alors, ça pourrait faire un très long développement, mais je vais le dire de façon condensée et imagée. L'amour de sujet à sujet exclut toutes les photographies de l'aimé, toutes les photographies, toutes les images de l'aimé, tous les index visibles, puisqu'un sujet supposé au signifiant dont il est l'effet n'est pas du registre du visible. Inutile donc de garder sa photo ou son portrait comme autrefois sur son cœur. Ce n'est pas lui, ce n'est pas elle. D'où d'ailleurs le mystère de savoir ce que c'est que cet amour. Évidemment, quand il s'agit du désir sexué, on ne dirait pas la même chose, c'est autre chose. Et d'autres ont dit d'ailleurs sur cet amour la même chose, bien avant la psychanalyse, Blaise Pascal, Yankelevitch, Montaigne et toute une pléiade. Alors, l'amour de sujet à sujet s'avance comme une suppléance, le terme est Lacan, comme un lien qui voudrait compenser le défaut du rapport des corps, mais il est impuissant. Car de l'impossible du rapport, cet impossible qui du deux du sexe fait un inaccessible, qui laisse le partenaire à son autre-té, si je puis dire, résulte le coup près, c'est le cas de dire, le coup près du Yaglin. Du coup, pas de dialogue, on l'a entendu de Lacan, même à l'intérieur de chaque sexe. Pas de dialogue, car pas d'universel du réel de l'objet A. Et cependant, ne soyons pas pessimistes. Ça laisse place quand même à un amour moins bavard, donc moins mensonger à la fin d'une analyse, à l'occasion, pas toujours. Du coup aussi, comique du sens absexe, jamais commun. Mais lui aussi laisse place à la liberté du rire, allègement. Et puis, troisièmement, Lacan ne l'a pas dit immédiatement ainsi. Cet effet de temps me paraît important. En 70, il parlait juste de l'insulte comme premier et dernier mot de tout échange de paroles. En 77, c'est en 77 qu'il complète son Yaglin, disant de l'un et rien d'autre, sauf la haine. Il ajoutait qu'il faut bien que je reconnaisse. Il faut bien que je reconnaisse. Cette chute marque, je crois, que le je n'en veux rien savoir de l'impuissance de l'amour ne l'a pas toujours épargné lui-même. Ce je n'en veux rien savoir, qui est justement pour chaque sujet à analyser dans une analyse. Dixit, la première page de Encore, si vous ne voyez pas d'où ça vient. Alors,
s'il faut de nouveau mettre amour et haine en balance, qu'en dit? Avant de le dire, je précise de quoi je parle quand je parle de la haine. Je ne l'avais pas précisé lorsque j'avais écrit. Je présupposais ce que j'en avais déjà dit. Je ne parle pas de l'énamoration. Je ne parle pas de l'envers de l'amour. Je parle de la vraie. Voilà qu'on la nomme, la dure, la solide, la lucide. Celle qui dit n'avoir pas de rapport au savoir inconscient. Si elle n'a pas de rapport au savoir inconscient, elle ne peut pas être l'envers de l'amour, on ne peut pas avoir de haine de transfert, une contradiction dans les termes. Elle n'est pas non plus le débouché de l'amour. On est obligé de considérer que si elle n'en est pas l'envers, haine et amour ont deux destins différents et deux places différentes dans la structure. Et on commence à connaître assez bien la place de l'amour. Peut-être faut-il encore travailler pour situer un peu plus la place de la haine. Je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais je dis quelques mots pour terminer. Bon, l'amour est menteur, il est joie impuissant, on le sait pas. Mais il garde aux yeux de l'analyste un avantage. Et c'est qu'il est toujours une demande, pas d'amour qui ne soit pas demande. Or, pas de demande qui ne porte un désir. Ça n'existe pas. Un désir soutenu par un fantasme. Et de ce fait, l'amour, disons-le, est interprétable. Il peut tomber sous le coup d'une interprétation analytique possible qui en révèle les fondements. Ça ne veut pas dire qu'il enlève complètement le mystère. Par contre, la haine, elle ne demande pas. Parfois même, elle ordonne. Elle nie l'être de l'autre. La phrase est de Lacan. Elle est rejet en acte, qu'il soit verbal ou non. Elle est donc ininterprétable. Et de ce fait, intraitable, me semble-t-il, du moins toujours pour autant qu'elle ne résulte pas de l'amour déçu. Hein? La haine qui résulte de l'amour déçu, il n'y a pas de doute, rencontre un tempérament en fin d'analyse, avec les arrangements qu'on passe, avec les embrouilles de l'amour. Mais l'autre haine, qu'en est-il? Question. Est-ce que notre désir de savoir, celui que nous nous supposons, est-ce que notre désir de savoir va permettre aux unarités que nous sommes de suivre Lacan quand il dit la haine qu'il faut bien que je reconnaisse? Est-ce qu'on ne sent pas dans cette phrase qu'il le dit quand même à contre-cœur? Et c'est bien le cas de convoquer le cœur, puisque l'amour c'est la part du cœur. Et donc, quel désir de savoir faudrait-il pour que nous arrivions à situer la place de la haine, la vraie, dans la structure? Voilà.